Bonjour. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, un grand entretien consacré au grand auteur russe Alexandre Solzhenitsyn, à l'occasion de la publication récente de L'archipel du Goulag, 50 ans après, 1973-2023, morceau choisi aux éditions Fayard, sous l'autorité de Georges Niva, slaviste reconnu, professeur honoraire à l'Université de Genève et spécialiste de Solzhenitsyn, que j'ai le plaisir de recevoir en entretien. Le grand entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission d'une très belle interprétation du Kyrie eleison, Seigneur aie pitié, par le célèbre groupe Divna Lyubovitch. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Turquie, importante conférence sur Saint Paul à laquelle a pris part le patriarche œcuménique Bartholomée, elle s'est tenue à Antalya, en Turquie, du 15 au 17 janvier, sur organisation de la métropole de Pisidias, sous l'homophore de Monseigneur Job Getcha. À Istanbul, traditionnel office de bénédiction des eaux du Bosphore par le patriarche Bartholomée, qui a reçu auparavant au Phanar le nouveau gouverneur civil du mont Athos, l'ambassadeur Anastasios Mitsias. À Istanbul toujours, réunion du Saint-Synode du patriarcat œcuménique et élection du métropolite du Mexique, l'archimandrite Iakovos Andropoulos. À Athènes, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, numéro 2 du patriarcat œcuménique, a rendu visite à l'archevêque Jérôme d'Athènes et de toute la Grèce. Au mont Athos, fin de la visite de l'archevêque Elpidophoros d'Amérique à la Sainte-Montagne. Il s'est rendu à Thessalonique où il a rencontré le nouveau métropolite de Thessalonique, Monseigneur Philothéos, en présence de l'ancien Monseigneur Antimos. Puis il s'est rendu à Athènes où il a rencontré l'archevêque d'Athènes, Jérôme, ainsi que le président de la République grecque, Madame Katerina Sakella. À Damas, le patriarche d'Antioche, Jean X, a visité le patriarche grec catholique Joseph Apsi. À Beyrouth, il a pris part, à l'occasion de la Semaine de l'Unité, à l'important événement musical œcuménique auquel ont pris part tous les primats des églises chrétiennes d'Orient. À Damas, le patriarche Jean X a reçu au siège du patriarcat le métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des affaires étrangères du patriarcat de Moscou, avec une délégation russe. À Moscou, célébration du 15e anniversaire de l'accession du patriarche Kirill au trône du patriarcat de Moscou et de toutes les Russies. À Jérusalem, le patriarche Théophilos a présidé au partage de la Vassilopita, le traditionnel gâteau de Saint-Basile, dont la fête est le 1er janvier. Il a effectué une visite sur un chantier de rénovation de la cathédrale du Saint-Sépulcre. Il a présidé par la suite l'office de la traditionnelle bénédiction des eaux du Jourdain à l'occasion de la Théophanie. À Bucarest, l'évêque Barlam de Ploseiti a lu la proclamation de l'année 2024 consacrée par le Saint-Synode roumain comme année de la pastorale et du soin des malades et année commémorative de tous les saints guérisseurs à Nargir. En Grèce, au port d'Athènes, grande solennité et vénération populaire des reliques de Saint Séraphin de Sarov, un des saints les plus populaires de Russie. À Athènes et en Crète, position très ferme contre le mariage des personnes du même sexe, prise à l'unanimité par le Saint-Synode de l'Église de Grèce, un bras de fer s'annonce entre l'influente Église de Grèce et le Premier ministre Mitsotakis, pourtant de droite. De même, des prises de position très fermes opposées à ce mariage par le synode de l'Église de Crète et même du patriarcat œcuménique. En Tchéquie, le Sénat a voté contre la ratification de la Convention d'Istanbul, convention qui portait sur les violences faites aux femmes. Il lui est reproché, comme dans d'autres pays orthodoxes, de vouloir imposer la théorie du genre. Au mont Athos, le nouveau gouverneur civil du mont Athos, l'ambassadeur Anastasios Mitsias, a été reçu à Karies, siège du gouvernement de la Sainte-Montagne. À Chalki, une délégation de la célèbre école ecclésiastique Athonias, école de formation ecclésiastique du mont Athos, a rendu visite à l'Institut de théologie orthodoxe de Chalki, en Turquie. À Thessalonique, une école dédiée à Saint Savas, facilitée par le monastère Hilandari, serbe du mont Athos, inaugurée pour assurer un environnement d'études aux étudiants serbes qui étudient au nord de la Grèce. En Cappadoce, en Turquie, la fresque murale de la Vierge qui rit cause un débat aux scientifiques pour savoir si les traits souriants de la Vierge sont d'origine ou ont été ajoutés suite aux différentes rénovations successives. À Rome, grande rencontre œcuménique en présence du pape François pour la Semaine de l'Unité. À Paris, rencontre périodique de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et cérémonie des vœux aux autorités civiles et religieuses à la cathédrale grecque Saint-Étienne.
Dans leur communiqué, les évêques orthodoxes de France ont alerté de nouveau sur les réformes sociétales en préparation en France, notamment sur la question de la fin de vie, que présageraient de transformations paradigmatiques détachées du socle des valeurs nourricières de nos sociétés depuis des siècles. Pour la première fois en France, un office d'intercession a été célébré avec la bénédiction du métropolite Dimitrios à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris 5e, célébrant les 2 saintes Genevièves de Paris et Philotée d'Athènes. Publication Ravenne, capitale de l'Empire et creuset de l'Europe, a été publié de l'historienne Judith Herrin, traduit de l'anglais, publié aux éditions Passé Composé, l'ouvrage d'une byzantinologue qui nous donne une idée très détaillée et documentée de l'Antiquité tardive en Occident à travers la ville très riche et très byzantine de Ravenne. Et maintenant, le grand entretien. Né en 1918 dans une Russie tourmentée par la révolution bolchevique, rappelé au Seigneur en 2008, Alexandre Solzhenitsyn fait parler de lui de nouveau. Qu'était-elle cette grande conscience de l'humanité qui a marqué le XXe siècle, qui a été prix Nobel de littérature en 1970, qui a connu la dissidence, la clandestinité, le goulag, l'exil, la reconversion spirituelle, le retour à la mère patrie, son éternelle Russie, où il repose désormais en paix. Pour en parler, qui mieux que Georges Niva, un des plus grands slavistes connus et reconnus, qui vient de publier sous son autorité L'archipel du Goulag, 50 ans après 1973-2023, morceau choisi aux éditions Fayard. Le livre mythique d'Alexandre Solzhenitsyn qu'on voit ici et sur cette photo avec son célèbre éditeur franco-russe Nikita Struve, par qui l'aventure de la publication de l'archipel passa, un livre monument qui, pour Houellebecq, changea le monde et sonna le glas du marxisme. Pour présenter l'ouvrage, une soirée s'est déroulée le 29 janvier dernier à la mythique librairie Les Éditeurs Réunis, fondée par Nikita Struve, l'éditeur en Occident de l'archipel du Goulag, et qui fut une des plus grandes figures de l'orthodoxie russe en France et en Europe occidentale. Cette soirée à la librairie Les Éditeurs Réunis de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans ce Paris 5e, un endroit mythique qui loge aussi les éditions Imca Press, ainsi que le centre culturel Alexandre Solzhenitsyn. Elle a regroupé Georges Niva, Pierre Morel, ancien ambassadeur de France à Moscou, le député Hervé Mariton et Daniel Struve et d'autres figures, avec en prime aussi par Zoom le témoignage de Natalia Solzhenitsyn, la femme d'Alexandre Solzhenitsyn. Pour aller plus loin et visualiser en noir et blanc les différents éléments des archives historiques de l'aventure de la publication de l'archipel du Goulag, une exposition va se poursuivre au siège de la librairie Les Éditeurs Réunis sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, pendant 3 mois. Pour parler de cette œuvre majeure du XXe siècle, l'archipel du Goulag qui a marqué et marque toujours les esprits par son ampleur historique, sa hauteur spirituelle et morale, dans un style qui glace le cœur et fait hérisser les cheveux, selon les mots de Boris Pasternak, je reçois donc Georges Niva, professeur honoraire à l'Université de Genève, qui de Pouchkine à Solzhenitsyn, en passant par Tolstoï, par Tchekhov, par Bloch et d'autres, n'a eu de cesse d'analyser les âges russes. Georges Niva, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir, une deuxième fois en fait sur ce plateau. Merci. Alors, il y a un élément sur lequel vous revenez souvent, qui est la question de la sincérité, de bout en bout, je dirais, d'Alexandre Solzhenitsyn, qui se traduit aussi à travers des confessions qu'on retrouve en grande partie, je dirais, dans le livre. Mais il y a aussi une forme d'ambivalence, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui a été, je dirais, très athée au début, même si quand il était petit, il était emmené par sa mère à l'église, mais il est athée par la suite, très engagé dans la Révolution. Son livre, en fait, Aimer la Révolution, il est très connu. Donc il y a une forme à la fois d'ambivalence, je dirais, dans sa personnalité, qui refait le chemin de la reconversion, et puis tout d'un coup, il redevient aussi celui qui va faire tomber la citadelle communiste. Comment devient-on Alexandre Solzhenitsyn ? Je pense que c'est une personnalité passionnante, en tout cas pour moi, parce qu'il a su évoluer, il a changé. Vous voyez, on représente souvent sa figure de starets, austère, qui est émacié, qui est ce qu'il était devenu dans les dernières années. Il était d'ailleurs miné par une maladie pendant les 3 dernières années. Alors que ses principales œuvres, y compris le Goulag, sont écrites par un homme très jeune. C'est vrai. Et qui est resté très jeune très longtemps. Alors, au début, il est un marxiste enthousiaste.
Et ça, il Même faut... trop enthousiaste. Très enthousiaste. Très enthousiaste. Il écrit un poème sur Évariste Galois, le mathématicien français qu'on a enfermé en France. à Sainte-Pélagie parce que au moment de la Révolution de 1830. Mais il n'a jamais voulu dire « je suis dissident ». Mais en revanche, il est pris par le doute. Et ce doute est quelque chose qu'il a étudié chez les Anglais, chez Bacon, le chancelier, dans la philosophie antique, chez Descartes aussi. C'est-à-dire, la recherche de la vérité commence par le doute. Alors, il ne doute pas, quand il a 12 ans, 14 ans, de son marxisme. Marx, c'est l'avènement de l'égalité, de la liberté, du bonheur, etc. Il doute de l'application du marxisme dans son pays. C'est un petit garçon, vous savez, de 12-14 ans, qui commence à douter. Mais il est précoce dans toutes ses réflexions. Disons que les grands procès de Moscou, où vous avez Boukharine et tous les autres qui... Procès des ingénieurs aussi. Avant, ça c'est avant. Oui. Il commence par à douter son à ce moment-là. doute commence avec ça. En revanche, les grands procès de Moscou ne lui laissent pas grande trace. Il est visiblement occupé à ses études, à ses futures fiançailles avec sa première femme. Là, on est encore dans la période stalinienne. Tout à fait, pour longtemps, jusqu'en 1953 quand même. Absolument. Et vous avez fait allusion au livre « Aimer la liberté » qui est le dernier publié de son vivant et qui en fait a été écrit avant les autres. C'est un titre qu'il emprunte à un écrivain soviétique, Lavrenyov, « Aimer la liberté »,« aime la révolution », pardon. Et au fond, c'est le début de l'histoire de son décilement, comment il a ouvert les yeux sur la réalité clandestine qui était cachée parce que, si vous voulez, à partir de 1934-35, du fameux voyage de Gorky et d'autres au Solovki, au bagne des îles archipel Solovki, on ne parle plus de bagne. Le bagne, c'est l'Ancien Régime. C'est vrai. On parle de la rééducation par le travail. La joyeuse, la bonne, bienfaisante rééducation par le travail. Alors, lui, Alexandre Solzhenitsyn, il est rééduqué d'abord à son premier poste où il est instituteur, avant le début de la guerre, c'est-à-dire avant l'invasion, en juin 1941, par l'Allemagne de Hitler, de la Russie rouge de Staline, c'est-à-dire la rupture du pacte d'amitié entre Hitler et Staline, qu'on appelle Ribbentrop-Molotov. Ouais. Mais enfin, c'était entre les deux. Ouais. Sauf qu'ils ne se sont pas vus à ce moment-là. Eh bien, là, il y a déjà des amis, un couple ami qui a connu le goulag, qui essaye de lui faire comprendre. Parce qu'il inspire la sympathie. Et je crois que pendant toute sa vie, il a inspiré de la sympathie, une certaine confiance. On peut lui dire, il est digne. Il attire les gens. Ensuite, c'est la guerre. Et la guerre est une épreuve, il la passe très bien, il devient capitaine, il est spécialiste du repérage acoustique des canons de l'ennemi, tel qu'on pouvait le faire à l'époque. Mais il est affecté par l'effondrement de l'armée soviétique. Il est dans l'armée rouge, bien oui, entendu. Absolument. Et il devient capitaine. Oui. Et à quelques mois de la victoire, il est arrêté par le SMERSH, c'est-à-dire le contre-espionnage militaire de l'armée rouge, parce qu'avec un de ses copains qui est juste à côté dans une autre unité militaire, mais il s'envoie des lettres, et ils oublient qu'il y a une censure militaire, et il rêve de comment nous allons organiser une Russie libre quand le patron ne sera plus là. Le patron, c'est évidemment Staline. Alors, bon, ils avaient oublié, c'était un peu enfantin d'ailleurs d'écrire ça, et il est arrêté,
Et alors là, commence une nouvelle éducation. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, il fait porter sa valise par un prisonnier allemand, qui est beaucoup plus vieux que lui. Alors ensuite, dans l'archipel du Goulag, il se dit, mais enfin, qui étais-je? Je n'avais pas encore compris que j'étais au même niveau que lui, que j'étais prisonnier. Commence une rééducation qu'il va raconter dans le premier cercle, parce qu'il a d'abord été dans une prison pour savants, prison laboratoire pour savants, où en quelque sorte il collabore avec le tyran. Avec le tyran, bien sûr. Et la collaboration avec le tyran, c'est aussi un sujet. Le grand texte, si vous voulez, c'est quand même, avant l'archipel du Goulag, une journée d'Ivan Denisovitch. Ça a été publié en URSS. C'est le livre qui va le rendre célèbre. Ça le rend célèbre, et il y a à cela deux raisons. La première, c'est magnifique. C'est une nouvelle classique, avec l'unité de temps, d'action, de lieu, mais un langage très dur en russe, très varié, très dialectal. Et au centre, ce petit Ivan Denisovitch, qui est un moujik, qui est très habile de ses mains, qui a été prisonnier en Allemagne, suite à l'immense défaite de l'armée rouge devant les Allemands, et puis qui est revenu, qui est envoyé au Goulag pour le remercier d'avoir été prisonnier chez les Allemands, et qui construit le mur par moins 28 degrés. Et ça, c'est aussi une sorte de collaboration avec le tyran. Il construit sa prison. Ce qui fait que Solzhenitsyn a reçu beaucoup de lettres qui protestaient là contre, en disant « Pourquoi tu lui fais construire ce mur? Il fallait qu'il refuse. » Alors, il est éduqué par le Goulag. Ce sont ces universités, comme dit Gorky en parlant de son université qui a été la vie difficile, la vie dure, la vie terrible. Il a deux amis, ils sont tous mathématiciens ou linguistes ou physiciens, jusqu'au jour où il en a assez. Il refuse de faire un projet que lui demande le chef de la Charachka. Et donc, hop, il rejoint le troupeau, le grand troupeau des travaux forcés, c'est-à-dire du bagne. Ça, c'est une rupture. Où il aura l'occasion de participer à la grande révolte de Kengir. C'est des pages magnifiques dans l'archipel du Goulag. Mais, vous voyez, l'archipel du Goulag, c'est la journée d'Ivan Denisovitch multipliée. C'est plus une journée, c'est 20 000 journées d'archipel, depuis la création de l'archipel jusqu'à... Et c'est à la fois l'histoire de cet archipel, à qui il donne un nom, archipel. Bien sûr. C'est aussi une confession, comme vous avez dit, et une confession dure, vous savez, qui va loin. Très crue. Comme celle de Saint-Augustin, d'ailleurs. Oui. Parce que si vous prenez les premiers chapitres d'Augustin, il est quand même assez dévoyé. Il a commis moins de péchés que Saint-Augustin, je pense, Alexandre Solzhenitsyn. Bien, il en a. Oui. Il confesse des péchés. Et il en confesse même à la fin de l'archipel, quand tout a l'air d'être fini et qu'il est convoqué gentiment, invité au tribunal suprême, et où il voit des juges, et des juges voient un ancien zec, c'est-à-dire bagnard soviétique, et on lui demande son avis sur la réforme du code pénal. Alors il essaye de faire, à chaque fois on lui dit non, ça c'est pas possible. Alors il a une petite réflexion amusante. Il dit « J'étais comme Gulliver, attaché par tous mes cheveux ». Autrement dit, même au moment de sa grande gloire, quand il est proposé, d'ailleurs pour le prix Lénine, ensuite, ce n'est pas le prix Lénine qu'il aura, là, il lui refusé, c'est le prix Nobel. Il se sent attaché. Mais l'archipel du Goulag, il n'est pas attaché par les cheveux, mais il nous raconte aussi les difficultés de sortir du carcan, de sortir du scaphandre. Et cet archipel, moi ce que je trouve magnifique, c'est le flot humain. Il y a un flot humain extraordinaire. Intarissable. En plus, l'accompagnement
dans cette descente dans Inferno, comme dit Dante, par, non pas Virgile, comme dans la Divine Comédie, mais précisément Ivan Denisovitch. Son petit héros de la journée Ivan Denisovitch. Alors, à plusieurs reprises, il se retourne. Il dit « Ivan Denisovitch, en avons-nous assez dit ?» Et l'autre répond « Oh là là, non, non, Oui. il faudrait y rester plusieurs années pour tout dire. Oui, oui, absolument. Alors, le livre est extraordinaire parce qu'en fait, 50 ans, en fait, c'est des morceaux choisis. Il y a 3 parties dans le livre. En fait, il y a une première partie où il y a 3 contributions très importantes de vous-même, de Pierre Morel aussi, et de Hervé Mariton, tous les 3. Et puis, il y a une deuxième partie, l'architecture, parce que pour vous, c'est une cathédrale. Oui. Et donc, il y a toute une architecture à expliquer. Et après, il y a les morceaux choisis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant ce livre, on a l'impression que c'est une vraie introduction, je dirais, pour la lecture de l'archipel du Goulag. Et dans le post-scriptum, vous mettez « Nous avons tenté d'en rendre la richesse, la hardiesse, la poésie, la truculence, la tendresse, les moments mystiques. » C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans la cathédrale d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est très précieux, ce bouquin. J'espère que ce souhait va être exaucé, parce que vous savez, le livre fait 1600 pages. C'est ça. Donc aujourd'hui, C'est énorme. on peut pas demander, surtout à un jeune lecteur, de lire 1600 pages. C'est pas impossible. Donc j'ai fait des morceaux choisis qui ne suivent pas les chapitres. C'est ça. Ce n'est pas des morceaux, des chapitres choisis. J'ai demandé l'autorisation à la veuve. C'est une logique illogique, quelque part. Nathalie. C'est-à-dire les morceaux qui me semblaient donner quelque chose de nouveau. D'abord, Oui. l'ironie, le comique. Il ne faut pas se figurer que l'archipel est entièrement à hérisser les cheveux. C'est ça. Non. Oui. Il y a un comique, mais général, qui est un comique, si vous voulez, de jeune homme, qui se libère un peu par le rire. Il y a même quelquefois un rire un peu rabelaisien, si j'ose dire, et qui se libère par la confession. Vous voyez, par exemple, il y a un traité d'ethnologie sur le zec, où il imagine qu'il est un ethnologue. Alors, Zek, expliquez le terme, ce que ça veut dire, les Zek. Parce que c'est les... Zapluchon, ça veut dire le détenu. C'est le détenu. Dans un premier livre, avant l'archipel, le voyage au pays du Zeka, c'était le même mot Zek, mais à l'époque, on l'abrégait en Zeka, par Jules Margolin. Jules Margolin avait tenté de faire la même chose. Il y a des livres qui ont précédé l'archipel, mais l'archipel est, si vous voulez, un peu comme la Divine Comédie. C'est-à-dire... oui, il y a une comparaison avec Dante qui est très, très importante. Il y a différentes strates. Il y a la strate effroyable, il y a la strate de l'aveu, il y a la strate même mystique. Évidemment beaucoup moins développée que dans la Divine Comédie. Bien sûr. Mais ces variations du ton, la richesse de ce ton, c'est quelque chose d'absolument immanquable si on le lit vraiment. Alors voilà, j'ai donné ce que moi j'ai ressenti dans ma 3e relecture, parce que j'en ai fait quand même 3. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de lire Les Âges russes. C'est extraordinaire. En tout cas, un grand merci, Georges, pour cela. Et je pense que moi, j'ai commencé à lire. Et ce qui est important, c'est qu'on peut passer d'un morceau choisi à un autre. Oui. Je dirais, il y a une logique d'ensemble, mais aussi il y a une forme d'illogisme quelque part. C'est un peu anachronique, mais ça nous met dans l'ambiance, je dirais, de la lecture d'Alexandre Solzhenitsyn. Vous voyez, par exemple, il y a un titre que j'ai choisi, l'omniraflant article 58. Ouais. Qui permettait de prendre tous les trotskistes imaginaires, etc. Et il y en avait 14 articles à ce 58. Eh bien, ce n'est pas un titre de Solzhenitsyn, c'est une expression à lui qui m'a énormément plu. Ouais. Cet omniraflant râteau, qui peut ratisser toute l'humanité, à droite, à gauche, devant, derrière. Et il y a 5 pages sur l'omniraflant râteau. C'est magnifique. Magnifique. En tout cas, un grand merci, Georges, pour d'être venu. Merci. Et moi, je vous laisse maintenant avec la vidéo de la belle interprétation de Kyrie Eleison, Seigneur et pitié, par le célèbre groupe de Divna Lyubovitch. Et je vous dis à la prochaine émission.